Pour démarrer notre tutoriel, nous allons examiner la structure de fichier qui va abriter notre mini-application. Je vais travailler dans l'éditeur de code Sublime Text, dont vous voyez la fenêtre ouverte ici sur mon projet. Au niveau de l'architecture des fichiers, je fais apparaître ici une fenêtre de l'explorateur. Nous allons travailler dans un dossier que j'ai appelé drag-car, à l'intérieur duquel j'ai mis plusieurs dossiers qui vont nous servir à abriter nos fichiers. Nous aurons un fichier index.php dans la racine. Ces deux fichiers-là concernent les paramétrages de l'éditeur de texte, donc pour vous, ils ne seront pas nécessaires. Ensuite, j'ai créé plusieurs dossiers, dont Ajax, qui va contenir le fichier qui va nous servir à exécuter le script qui sera appelé lors de notre action Ajax. Ensuite, un dossier CSS qui va contenir le fichier de style. Ensuite, un dossier image qui va contenir les images que nous allons téléverser dans notre application. Un autre dossier qui va contenir des images sources, c'est-à-dire des images que nous allons glisser sur notre application ou bien sélectionner à travers un bouton. Ensuite, un dossier includes qui va contenir des fichiers utilitaires et un dossier JS qui va contenir des fichiers JavaScript. Actuellement, tous ces dossiers sont vides et bien sûr, nous allons y mettre nos fichiers au fur et à mesure. Je vais ouvrir le dossier image source ici et je vais copier des fichiers à l'intérieur comme ceci. Je vais l'afficher en grandes icônes. Ce sont des images que nous allons tout à l'heure utiliser dans notre application. Je peux cacher ce dossier. De retour dans l'éditeur de code, je vois donc mon arborescence affichée ici avec mon fichier index.php. Ce fichier contient une chaîne de caractères hello, juste pour les besoins de vérification. Je vais me positionner dans mon navigateur et pour accéder à mon fichier, je vais taper une adresse particulière parce que j'ai configuré mon serveur local avec des virtual hosts. Alors dans mon cas, je vais taper http test-dev, le nom du dossier, donc j'ai dit que c'était drag-car, et le nom du fichier. Donc là, index.php, on n'est pas obligé de le taper puisque c'est le fichier index, mais je le tape quand même. J'envoie et je vois donc ma chaîne de caractères qui s'affiche. Alors vous, ce sera peut-être différent. Si vous avez adopté une configuration standard, ça sera sans doute localhost / le nom du dossier dans lequel vous avez mis vos fichiers. Ensuite, nous allons devoir créer une base de données, bien sûr. Donc je me rends au niveau de mon serveur local dans phpMyAdmin et je vais créer une base de données. Pour les besoins du tutoriel, je vais l'appeler drag-car, puisque nous allons faire du drag and drop et avec des voitures. Donc, et là, je vais lui mettre, moi j'ai l'habitude d'utiliser le UTF-8 General Case Insensitive, comme celui-ci. Donc je crée ma base de données. Une fois que j'ai créé ma base de données, donc je vérifie que je suis bien dedans, je vais créer une première table avec une requête. Donc je clique sur l'onglet SQL, ici, et je vais copier une requête que j'ai préparée, comme ceci. Donc je vais créer la table car, qui va abriter les voitures, avec trois champs, un index, ici, id car, qui est un entier non nul. Je vais stocker la marque, avec un varchar de 25, le modèle avec un varchar de 30. Donc j'envoie cette requête. Il m'a créé la table. Ensuite, je vais créer l'index primaire. Donc je reviens dans la fenêtre SQL. Je vais coller une nouvelle requête ici. Et donc je vais déclarer comme index primaire le champ id car, comme ceci. J'exécute. Et finalement, je vais déclarer cet index comme un auto-incrément. Donc, je reviens dans l'onglet SQL et je colle ma nouvelle requête ici. Donc, je modifie la table et je lui dis que idcar, l'index, il va être non nul, bien sûr, et il va servir de auto-incrément. C'est-à-dire qu'à chaque nouvel enregistrement, j'aurai l'index qui augmentera. Donc, j'exécute ma requête et ma table est prête. Je vais manuellement mettre un premier enregistrement à l'intérieur. Donc je vais me positionner dans ma table, ici, et je vais cliquer sur Insérer. Et là, je vais mettre Ford Mustang. Et je clique sur Exécuter. C'est histoire d'avoir un premier enregistrement dans ma base de données
et je vais vérifier que je peux bien me connecter sur cette table. Je clique sur parcourir ici et je vois bien que j'ai un premier enregistrement. Donc ça c'est bon, nous avons créé notre base de données avec notre première table. Je reviens dans l'éditeur de code et maintenant nous allons vérifier que nous pouvons effectivement nous connecter à notre base de données. Donc au niveau de mon fichier index.php, je vais introduire des balises PHP pour pouvoir mettre du code. Et je vais copier ici un bloc de code que nous allons commenter ensemble pour se connecter à la base de données. Alors comme je l'ai déjà dit, ce tutoriel est destiné à un public qui a déjà des bases en développement web, donc je suppose que vous savez déjà vous connecter à une base de données, bien sûr. Alors je vais détailler quand même rapidement ce code. Au départ, nous avons une zone où nous définissons les paramètres qui vont être utilisés dans l'appel de la classe PDO, donc à savoir le nom du serveur, le nom de la base, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ensuite, ici, avec la variable $connexion, je crée une instance de la classe PDO auquel je passe les paramètres que j'ai définis un peu plus haut. Je fais ça dans un bloc try catch pour récupérer éventuellement une erreur et l'afficher si un problème arrive, si les choses ne se passent pas comme il faut. Ensuite, je vais configurer mon objet connexion avec le jeu de caractères UTF-8 afin de ne pas avoir de problème avec les accents, etc. Après, je vais créer une requête toute simple. Dans un premier temps, select étoile from car pour afficher tous les enregistrements, donc à savoir le seul enregistrement que j'ai créé, je vais l'afficher pour vérifier que je peux bien me connecter à cette base de données. Donc je crée une requête ici avec la fonction query que j'applique à l'objet stocké dans ma variable connexion. Je stocke tout ça dans la variable $query et ensuite je crée un résultat en appliquant la fonction fetch all à mon objet. Et je vais afficher le résultat avec une fonction var_dump ici. Donc j'enregistre le fichier, je repasse sur le navigateur, je rafraîchis la page et je vois un tableau qui me décrit mon enregistrement et je reconnais bien Ford Mustang, c'est-à-dire l'enregistrement que j'avais ici. Je me suis donc bien connecté à ma base de données, mon code marche, je peux continuer. Ensuite, nous allons créer une structure HTML de base pour notre page. Étant donné que ce tutoriel est centré sur les fonctionnalités Ajax, sur le drag and drop et sur les mises à jour de base de données, nous allons prendre une structure HTML très simple et pour cela, nous allons utiliser un template de Bootstrap. Donc je suis rendu ici sur le site de Bootstrap, de la dernière version, c'est la version 4 actuellement, depuis le début de l'année. Je vais cliquer sur le bouton Get Started ici. Et je vais choisir simplement le Starter Template ici. Je ne vais pas me casser la tête. Donc je vais copier ici en cliquant sur le bouton. Je vais revenir dans l'éditeur de code. Concernant le code de connexion à la base de données, je vais temporairement le commenter parce que pour l'instant il ne va pas me servir. Comme ceci. Et je vais coller le code que je viens de copier sur le site de Bootstrap. Comme ceci. Donc au passage, je vais mettre ici la langue en français, pourquoi pas. Ce code HTML contient tout le chargement des librairies et feuilles de style nécessaires au fonctionnement de Bootstrap, à savoir la feuille de style ici. Ensuite, nous allons charger la librairie jQuery qui est nécessaire à Bootstrap. Bien que dans notre cas, nous n'allons pas l'utiliser au niveau du JavaScript, nous ferons un JavaScript traditionnel, mais bon, on le laisse charger, c'est pas grave. Ensuite, nous avons une librairie Popper ici qui est utilisée dans certains cas par Bootstrap. Et nous avons au final la librairie bootstrap.min.js. Ici, nous allons changer le titre de la page. Voilà, pourquoi pas. Et dans le body, ici, nous allons faire un petit peu de place. Donc tout le corps de notre page se mettra ici. Et nous allons donc créer un formulaire dans cette page. Alors je vais enlever ça tout d'abord. Alors là je vais aller assez vite, puisque encore une fois ce tutoriel est destiné aux gens qui ont déjà une certaine pratique. Donc au niveau du HTML je vais aller assez rapidement. Je crée un conteneur comme ceci. Ensuite je vais créer une row à laquelle je vais mettre aussi une petite marge top de 5 unités. Alors MT5 c'est une classe de Bootstrap qui veut dire margin top
avec une valeur de 5, en sachant que ça va de 1 à 5. Alors je vous renvoie éventuellement à la documentation de Bootstrap, hein, ce n'est pas le sujet du tutoriel. Donc je crée cette row ici, et à l'intérieur je vais mettre deux divisions pour diviser la row en deux parties. Donc je vais faire call md6 pour qu'elle prenne la moitié de l'écran, et je vais en faire deux, comme ceci. Je vais répartir le code, voilà. Dans la première partie, à gauche, ici, je vais créer un formulaire. Et dans la seconde partie, à droite, pour l'instant, je vais mettre du texte de remplissage, et nous remplacerons cela ensuite par le résultat de nos actions JavaScript. Momentanément, je vais coller ici ce bloc de texte, comme ceci. Donc j'enregistre le formulaire. Je vais voir rapidement ce que ça donne au niveau de la page. Je rafraîchis. Donc j'ai bien ma partie à droite ici avec mon texte. Et à gauche, ici, j'ai mon formulaire qui pour l'instant est vide. Je reviens dans l'éditeur de code. Je vais cacher cette barre latérale là, parce qu'elle ne me sert pas pour l'instant, elle me gêne un petit peu. Voilà, ça en verra mieux. Ensuite, au niveau de mon formulaire, je vais créer des champs de saisie, bien sûr. Alors, pour cela, je vais revenir sur le site de Bootstrap. Je vais me positionner dans la documentation, comme ceci, et je vais chercher forme. Et ici, je vais avoir tout le code nécessaire à la réalisation de champs de formulaire. Donc, je vais en prendre un au hasard, un champ, par exemple celui-là. Et je vais le copier ici. Il va me servir de modèle pour rebâtir mon formulaire. Voilà, la plupart du temps, c'est comme ça qu'on fonctionne avec Bootstrap. Quand on veut aller assez vite faire un prototype comme ici, on peut piocher des bouts de code et les reproduire dans son propre code. Donc là, je vais faire un petit peu de place. Et je vais coller ce que je viens de copier. Je vais le réorganiser au niveau de l'indentation. Voilà, comme ceci. Alors nous avons à chaque fois une division de classe form group et des éléments à l'intérieur. Ici l'élément small je ne vais pas l'utiliser, ça ne m'intéresse pas. Je vais garder le label et le type input. Les deux premiers champs de mon formulaire seront des inputs de type texte, comme ceci. Dans un premier temps, je vais demander la marque du véhicule. Alors je vous rappelle encore une fois que ici c'est une maquette, donc nous réalisons un champ de type input text d'ailleurs avec un X, mais dans un vrai contexte il faudrait saisir les marques au préalable dans une table et les proposer à la saisie à travers une liste déroulante. Bon, mais là, nous pour faire simple, on garde le champ input type text dans notre exemple. Ensuite, je vais changer ici ces attributs, enfin la valeur de l'attribut. Ça ne me convient pas, donc je vais mettre marque, par exemple. Alors je vous rappelle que l'attribut for concernant un label dans un formulaire, si vous voulez que le label puisse provoquer la mise en focus de l'élément input, il faut que la valeur de l'attribut for soit égale à la valeur de l'attribut id. Voilà, ça c'est la norme. Ça, je ne vais pas l'utiliser ici. Placeholder, je vais mettre entrer la marque, comme ceci. Étant donné que nous allons soumettre le formulaire, nous avons besoin aussi d'un attribut name. Alors attendez, là j'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai été un peu vite là. Voilà, j'ai bien l'attribut ID, le placeholder, et je dois rajouter aussi un attribut name afin de récupérer les valeurs une fois que mon formulaire sera soumis. Donc je vais simplement dupliquer ici ce champ. Alors là j'ai une astuce intéressante avec l'éditeur de code Sublime. Je peux faire la combinaison de touches CTRL majuscule D et je duplique la zone de texte qui a été sélectionnée. Donc maintenant je n'ai plus ici qu'à remplacer ID par name. Et j'obtiens rapidement du code. Je vérifie mon code, donc ici hein, j'ai bien un élément de classe form group, j'ai le label, etc. J'ai la classe.
j'ai l'ID, j'ai le name très important pour soumettre le formulaire. Je vais donc dupliquer cet élément ici. Donc là, ben, je fais pareil, hein, je sélectionne et avec Sublime Text, je fais CTRL majuscule D et il me duplique le bloc. Sinon, ben, si vous n'avez pas cette fonctionnalité, vous pouvez faire CTRL C, CTRL V, ça revient au même. Et là, je vais remplacer donc ici, tout ce qui est là, la marque. Alors, je fais CTRL D pour sélectionner toutes les occurrences. Et je vais remplacer par un modèle, comme ceci. Alors au niveau du champ, là, je vais mettre une majuscule quand même. Et l'accent comme il faut. Là aussi. Et je vais mettre le modèle. Donc j'ai un champ pareil de type texte avec l'ID modèle, name modèle, etc. Donc là j'ai mis deux champs avec la marque d'un côté et le modèle de l'autre. Je vais enregistrer et faire une première vérification en rafraîchissant ma page ici. Je vois donc mes deux champs. Et comme je vous expliquais tout à l'heure avec l'attribut for, si je clique sur le label ici, ça me met le champ de saisie en focus. Je peux cliquer dans le champ ou je peux cliquer aussi sur le label. C'est pour vous expliquer la fonctionnalité de cet attribut for qui doit correspondre à l'ID si vous voulez qu'il joue son rôle de mise en focus lorsque vous cliquez dessus. Ensuite, nous allons rajouter un bouton pour télécharger des fichiers, car bien que nous soyons en train de construire une solution pour envoyer des fichiers par le glisser-déposer, il faut quand même prévoir une solution de repli dans le cas où l'internaute n'a pas compris comment ça marchait, ou alors s'il n'est pas à l'aise pour ce genre d'opération, on doit lui donner la possibilité de télécharger aussi ou bien à la place des fichiers à travers un bouton. Donc je vais revenir dans le site de Bootstrap au niveau des formulaires et je vais chercher, je crois que c'est par là, voilà, ici au niveau des champs input de type file, ça fonctionne de la même façon à part que ici la classe est différente, elle s'appelle form control file. Donc je vais copier ce bloc ici, donc le bloc de classe form group avec CTRL C, je vais revenir dans mon code et je vais le coller à la suite. Ici, je vais réorganiser l'indentation. Ah, je suis allé un peu trop loin. Voilà. Ah, mais j'ai un problème, c'est celui-là qui... J'ai un peu organisé l'indentation. Hein. Alors ça, c'est important que votre code soit bien indenté, ça vous facilite la lecture. Donc pensez-y à bien structurer votre code pour qu'il soit propre et agréable à lire et simple à comprendre. Je vais donc modifier les paramètres ici de mon champ correspondant à l'input de type file. Je vais changer le nom ici, ça ne me convient pas. Donc je sélectionne les deux occurrences ici. Et je vais l'appeler files by form, comme ceci. C'est-à-dire que ici je vais avoir les fichiers que je recueillerai par le formulaire. Car les opérations de glisser-déposer ne vont pas concerner le formulaire, bien que nous allons inclure notre zone de drop à l'intérieur du formulaire, ce sera traité à part avec du JavaScript, c'est pour ça que celui-là, je l'appelle Files by Form. Bien sûr, comme tous les champs d'un formulaire destiné à recueillir des informations, je vais devoir lui donner un attribut name, donc je vais dupliquer cette partie, comme ceci, et je vais lui donner un attribut name identique à son ID. Ce n'est pas une obligation, hein. Vous n'êtes pas obligé de donner les mêmes valeurs à l'attribut ID et à l'attribut name. Lorsque vous utilisez les mêmes valeurs pour ces deux attributs, ça vous permet de simplifier votre code et de mieux comprendre les références que vous faites plus tard dans d'autres parties du code. Et finalement, je vais changer aussi le texte affiché ici. Je vais lui dire télécharger des fichiers. J'enregistre ceci. Je reviens dans ma page et je vais rafraîchir. Voilà, j'ai bien ici mon bouton qui s'affiche. Et si je clique sur le bouton, ici, je vois que je suis positionné dans un dossier. Alors là, je m'étais déjà positionné au préalable, mais sinon, vous le cherchez à travers votre arborescence. Et le dossier à partir duquel nous allons téléverser des images, donc c'est le dossier image source que nous avons défini tout à l'heure, à l'intérieur de notre dossier DragCar, et dans lequel j'avais copié des images. Vous voyez aussi que j'ai copié deux fichiers PDF, c'est volontaire, c'est parce que nous allons aussi, au cours de notre développement, tester
le type de fichier que nous envoyons à travers son extension et nous pourrons exclure certains types de fichiers. C'est pour cela que nous avons ici deux intrus que nous exclurons ensuite avec notre code. Alors là, je peux faire annuler. Notre bouton est opérationnel. Et alors, je reviens ici. Si je choisis une image et que je fais ouvrir, il va me mettre ici le nom de l'image. Je retourne dans le code ici et je vais corriger une petite faute. Ici, le véritable terme, c'est en fait téléversé. Quand nous envoyons des images de notre ordinateur vers un serveur, c'est téléversé. Et si nous les récupérons, ça sera téléchargé. Ensuite, je vais ici mettre au niveau de mes champs type texte des valeurs par défaut. Parce que étant donné que nous allons faire énormément de tests tout au long de ce développement, j'ai pas envie de retaper à chaque fois à l'intérieur du champ. Donc temporairement, je vais mettre ici deux valeurs. Donc je place mon curseur ici dans les deux lignes. Et je vais rajouter value égale. Donc là, je mettrai Ford pour la marque. Et ici, je vais mettre un Mustang. J'enregistre, je reviens, et si je rafraîchis, voilà, mon champ est pré-rempli. Comme ça va m'éviter à chaque fois de retaper indéfiniment Ford et Mustang ou autre chose, car vous allez voir qu'on va faire énormément d'essais. Et ici, je vois que le terme correct a été ajouté. Maintenant, je vais revenir en haut de ma page ici dans la zone de PHP. Je vais faire un petit peu de place. Et je vais copier ce petit bout de code, comme ceci. Je vais simplement faire un var-dump des tableaux $post et $files. Donc $post, c'est le tableau traditionnel des éléments envoyés par le formulaire. Au passage, je vais devoir ici indiquer à mon formulaire que j'utilise la méthode post, bien sûr. Comme ceci. Méthode égale post. Pour l'instant, je laisse le paramètre action à rien, une chaîne vide, c'est-à-dire qu'il va renvoyer sur la page actuelle. Nous traiterons ce problème plus tard. Et nous allons aussi vider le tableau $files. Donc logiquement, le tableau $files est créé lorsque nous avons des inputs de type file, comme ceci. Donc j'enregistre la page, je reviens sur le site, je réactualise avec CTRL F5. Bon, je vois que mes tableaux sont vides, c'est normal, j'ai pas envoyé le formulaire. J'ai deux champs ici qui sont pré-remplis. Je vais choisir un fichier au hasard. Je valide. Ah, et puis bien sûr, comme un imbécile, j'ai pas mis de bouton pour valider. Donc, il faut que je revienne dans mon code ici, forcément, et que je rajoute un bouton. Je me place à la fin de mon formulaire. Et je vais rajouter rapidement un bouton. Je fais un button. Je vais lui donner la classe Bootstrap BTN. Aussi BTN Primary. Et je vais aussi lui donner une petite marge supérieure, donc MT3. Je fais Tab. Je vais mettre comme texte validé. Je vais lui mettre un identifiant, je vais l'appeler submit form. Voilà, il n'y a pas grande originalité, hein, je fais simple. Et je vais dupliquer ceci. Et je vais lui mettre le name égal à l'ID, comme ceci. Voilà, donc là, ça devrait me suffire pour valider le formulaire. J'enregistre. Je reviens sur la page en question, je rafraîchis avec CTRL F5 pour de tout recharger. Je vais reprendre une image. Je vais cliquer sur ouvrir. Et maintenant, je valide le formulaire. Et là, je vois que, surprise, bon, mon premier tableau post contient les informations. Par contre, le tableau files, il ne contient rien. Et je vois que l'élément que j'avais mis dans l'input de type file, il passe par le tableau $post. Alors il y a une explication simple à cela. Et comme je vois que la vidéo est déjà un peu longue, cette explication, nous allons la donner dans une prochaine vidéo. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante afin de continuer ce tutoriel.